édition spéciale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Yoliba TV News. Bienvenue dans cette édition spéciale qui reçoit pour vous ce soir un député français qui est membre de la majorité présidentielle sans être En Marche, du mouvement En Marche, et spécialiste des questions de défense et de sécurité. Il est aussi un expert du numérique, il va nous en parler. Mesdames, Messieurs, notre invité est Thomas Gassiou. Thomas Gassiou, bonsoir. Bonsoir Mohamed. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes au Mali. Déjà, quel est votre état d'esprit? Mon état d'esprit il est très positif. La France et le Mali ont des liens historiques. Il y a une amitié franco-malienne. Il y a 300 000 Maliens qui sont en France. Il y a 8 000 Français qui sont au Mali. Et donc je suis avant tout là pour réaffirmer cette amitié franco-malienne entre les peuples maliens et français, même si les relations parfois entre les États ont parfois des soubresauts. Et puis j'étais là en début d'année et je reviens quelques mois après pour re-rencontrer les différentes personnes que j'avais rencontrées et faire le point un peu sur la situation. Et vous devez avoir une relation particulière avec le Mali. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, c'est vrai que pour ma part, j'ai une relation un peu particulière parce que mes parents y ont passé plusieurs années dans la région de Koulikoro comme volontaires dans le secteur de l'agriculture. Et puis à l'Assemblée nationale, étant donné que je travaille sur les questions de sécurité et de défense, forcément le Barkhane est une de nos grandes opérations. Et donc forcément, je regarde de près cette opération et j'essaie d'avoir un regard critique pour conseiller les autorités françaises sur la bonne stratégie à tenir. Ok. Monsieur Thomas Gassiou, dans un premier temps, nous allons survoler un peu votre parcours pour que les téléspectateurs maliens et non maliens comprennent un peu qui est notre invité. Et après, dans une seconde phase, nous allons aborder des questions d'actualité. Et enfin, avant la fin de l'émission, nous allons donner la parole au public dans une rubrique. Et la parole au public et les téléspectateurs vont vous poser des questions directement. C'est bon pour vous le principe? Oui. Donc je rappelle que vous êtes né en 1981 à Saint-Symphorien-sur-Coise, en Rhône. Et Thomas Gassiou, vous êtes élu conseiller municipal dès 2008, puis maire de la commune en 2014. Et vous prenez rapidement des responsabilités dans plusieurs structures intercommunales. Vous présidez par exemple le syndicat des eaux de Mont du Lyonnais, 74 communes, le conseil de surveillance du centre hospitalier local ou encore le CTLL du groupement hospitalier du territoire de la Loire. En 2012, vous fondez WeBox, qui est le premier fournisseur d'accès dédié au très haut débit en zone rurale, et vous devenez le premier président du club d'entreprise des Monts du Lyonnais jusqu'en 2014. Et en 2014, l'entreprise réalise près de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie une quarantaine de salariés. Vous êtes bien informé. Thomas Gassiou, vous devenez progressivement et puis vous êtes exprimé comme un expert reconnu au niveau national sur parle de la France, sur les questions du numérique par exemple, notamment concernant l'aménagement numérique des territoires. Et après avoir participé à un séminaire jeune de l'IHEDN en 2003, vous devenez militaire à temps partagé au sein du 7e bataillon de chasseurs alpins. Vous effectuez votre dernière mission en 2007 en Côte d'Ivoire. Thomas Gassiou, vous êtes décoré de la médaille de la défense nationale, de la médaille des services d'outre-mer avec Agraf Côte d'Ivoire. En juin 2017, Thomas Gassiou, puisque c'est de vous qu'on parle là, et vous êtes député du Rhône, membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. Vous devenez logiquement rapporteur du budget de l'armée de terre, puisque vous avez déjà une casquette militaire. Donc voici un peu, fin 2018, vous devenez le premier député auditeur de l'école de guerre, puis en 2019, vous êtes rapporteur pour avis de la proposition de la loi 5G visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles. À l'été 2019, vous intégrez la 77e session nationale politique de défense de l'IHDN. Donc c'est quand même un parcours élogieux, Thomas. Donc on l'a juste survolé, il y a beaucoup de choses, mais déjà, votre engagement en politique, comment vous êtes venu en politique? Parce qu'on a vu, vous êtes très jeune, né en 1981 déjà, mais déjà vous êtes en train de vous affirmer politiquement.
Est-ce qu'on peut savoir comment Thomas est rentré en politique? Alors moi, je suis originaire d'une zone rurale, dans les Monts du Lyonnais, hein, qui est très loin des villes, et j'étais très engagé dans le milieu associatif. Notamment, j'étais président d'une maison des jeunes, et un jour, le maire est venu me voir en disant, voilà, on aimerait bien voir des jeunes parmi le conseil municipal, est-ce que tu veux rentrer au conseil municipal? Et c'est comme ça que je me suis engagé pour la première fois. Et puis ensuite, petit à petit, je me suis davantage impliqué. Après conseil municipal, je suis devenu maire. Après maire, je suis devenu député. Et voilà, c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui devant vous. Qui est votre modèle politique? Le déclic est parti comment? À partir de quel moment vous vous êtes dit, il faut que je m'engage en politique? Non, mais le déclic, il est venu très simplement parce que j'aime la commune d'où je suis originaire. J'avais envie de m'engager pour ma commune, donc de travailler sur des projets pour la commune. Et c'est comme ça que les choses sont venues petit à petit. Il n'y a pas eu un jour où ça a été le grand soir où tout d'un coup je me suis dit je m'engage en politique. Okay. Les choses sont venues progressivement. J'aimais mon territoire, je me suis engagé dans mon territoire. Ensuite, j'aime mon pays, la France, et c'est pour ça que je me suis engagé également comme député. En tout cas, que j'ai proposé ma candidature et les gens m'ont choisi. Modèle politique en France, qui se trouve en France ou ailleurs? Des modèles politiques, il y en a beaucoup. J'en ai sur mon territoire, j'en ai au niveau national. En 2017, j'ai été séduit, bien entendu, par le dynamisme du candidat Emmanuel Macron. Et voilà, dans ce qu'il proposait pour la France, pour l'Europe, pour le monde. Dans sa volonté de dépasser les clivages traditionnels qui font parfois des divisions politiques à l'intérieur du pays, pour essayer de tous se rassembler et être à la hauteur des défis pour notre pays et pour construire ensemble une Europe plus forte. Oui, il avait promis un monde meilleur. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que sur ce registre-là, il a répondu aux attentes? Alors, un monde meilleur, je crois je ne sais pas si on a une promesse si haute, parce que la France contribue modestement à apporter sa contribution à un monde meilleur. En tout cas, j'ai l'impression que les réformes qui ont été engagées en France dès 2017 ont porté leurs fruits. Bien entendu, depuis 2020, on est confronté, comme tous les pays, à la crise sanitaire qui nous a demandé de revoir un peu nos plans. Mais j'estime que la gestion de la crise sanitaire est plutôt bonne. Et par ailleurs, on a mis en place un plan de relance qui permet aujourd'hui d'avoir une activité économique extrêmement soutenue en France, avec un taux de chômage extrêmement faible et des entreprises qui ont des carnets de commandes extrêmement remplis. Ok, nous allons parler maintenant des questions, les questions d'actualité malienne. Vous suivez certainement l'actualité du pays. Comment vous trouvez aujourd'hui la marche? Quel est votre regard sur la marche de la transition? Vous êtes un député, vous suivez certainement l'actualité du pays. Alors, la marche de la transition, moi j'essaie d'être humble dans le regard que je peux porter sur les gouvernements étrangers. Je sais qu'au Mali, les défis sont immenses, que cette transition est arrivée sur la base d'une aspiration populaire qui avait été exprimée par des manifestations. Et cette transition, elle avance. Alors c'est sûr qu'on aimerait que les choses avancent beaucoup plus vite, tellement les défis sont importants au Mali. Et donc voilà, on l'encourage à aller plus rapidement dans les efforts, et puis de se conforter à la charte de la transition qui a été validée par les Maliens au début, qui prévoyait une transition rapide pour rapidement redonner le pouvoir à une autorité civile. Oui, mais sauf que les Maliens souvent ne comprennent pas la position de la France dans le dossier malien. Par exemple, on a vu la France qui va porter main forte au fils du président Déby, qui va même à l'investiture du fils de Déby. Mais au Mali, on condamne, on monte au créneau, on dénonce. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique cette poids, deux mesures? Alors, je pense que ça, c'est une vision plutôt simpliste. Cette politique, deux poids, deux mesures. Au Mali, la France, ni la CEDEAO, ni la communauté internationale a rien dit lors du premier coup d'État. D'ailleurs, la France a plutôt été parmi les pays qui ont dit aux partenaires, écoutez, il y a un coup d'État, mais il y avait une réelle aspiration populaire, donc soyez indulgents par rapport au coup d'État. Donc, c'est lors du deuxième coup d'État que les choses se gâtent un petit peu, quand les autorités commencent à laisser entendre que la charte de la transition validée par la population malienne ne serait pas respectée. Et par ailleurs, au Tchad, donc on a eu un président de la République, le président Déby, qui a été tué au combat, et l'ordre constitutionnel qui prévoyait que le pouvoir soit repris par le président de l'Assemblée nationale n'a pas pu être respecté parce que le président de l'Assemblée nationale lui-même a fait savoir qu'il ne voulait pas reprendre le pays. Et donc, d'une certaine manière, la communauté internationale, comme ce fut le cas au premier coup d'État au Mali, a été relativement clémente, et les Tchadiens, depuis, montrent des signes de plus grande inclusivité et un cheminement positif
vers la démocratie. Oui, sauf que les autorités maliennes pensent que la France est plus clémente en direction des autorités tchadiennes, et sur le Mali, le ton est violent. On a même vu le président Macron qui parle de coup d'État dans le coup d'État. Il a même dit que ce gouvernement est illégitime. Regardez la différence entre les premiers coups d'État et les premiers coups d'État, c'est à peu près la même... Est-ce qu'un coup d'État n'est pas égal à un coup d'État, Non, Thomas? mais justement, le premier coup d'État au Tchad est géré de la même manière que le premier coup d'État au Mali. Par ailleurs, je pense qu'il faut sortir du spectre uniquement de la relation franco-malienne. Aujourd'hui, ce sont les autorités africaines régionales, la CEDEAO, qui fixent le cadre de la transition. Ce sont les autorités régionales africaines qui ont fixé les délais de transition, qui ont parfois eu des exigences, un président civil, un premier ministre civil, et ce sont donc bien les autorités régionales africaines qui gèrent ça. La France n'est pas impliquée directement dans ces exigences-là. Mais par rapport peut-être à la tenue des élections en février 2022, les autorités maliennes disent que le contexte sécuritaire, par exemple, ne s'y prête pas pour faire des élections propres, transparentes en février 2022. Alors, qui a demandé des élections en février 2022? Ce n'est pas la France. Encore une fois, c'est la CEDEAO. Aujourd'hui, si les autorités maliennes pensent que les conditions ne s'y prêtent pas, effectivement, on peut en discuter. On voit que les autorités maliennes organisent les assises nationales de la Fondation. Pour ça, les conditions sécuritaires y sont. Elles disent, pour les élections, ça sera plus compliqué. Pourquoi pas? Mais il faut que les autorités maliennes, dans ce cas, engagent un dialogue avec la CEDEAO, argumentent leur position pour qu'une discussion ait lieu et que tout ça soit pris en compte pour essayer d'avoir une démarche concertée pour mettre à jour le cadre de la transition. Ok, parlons défense, sécurité. Le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga, dans une allocution à l'ONU, a dit clairement que la France a abandonné le Mali, je cite, en plein vol. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, le président français s'est exprimé à ce sujet-là. On pense que c'est une position qui n'est pas tout à fait, qui ne reflète pas tout à fait la réalité, puisqu'effectivement la France a annoncé une réadaptation de son dispositif, en aucun cas un abandon du Mali, et cette réadaptation a été négociée pendant des mois avec les autorités sahéliennes et notamment les autorités maliennes. Donc que le Premier ministre fasse part de son étonnement, nous-mêmes ça nous a beaucoup étonnés, puisque une discussion avait eu lieu pendant longtemps. Par ailleurs, c'est simplement une réadaptation du dispositif. Effectivement, les bases du Grand Nord sont rétrocédées, j'allais dire, aux autorités maliennes. Et je peux vous dire que sur le terrain, ça se passe très 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 bien, que ce soit à Kidal, à Tessalit et bientôt à Tombouctou, pour reconcentrer davantage de forces en appui des FAMA. Et quand je regarde les chiffres du mois de novembre des sorties aériennes, 50% des sorties des avions français ont été faits pour aider directement les FAMA. Donc cet appui des forces françaises aux forces maliennes se passe très bien. Mais les autorités maliennes disent que c'était quand même une réaction brusque. Il fallait peut-être attendre que l'armée malienne soit peut-être bien opérationnelle pour que le partenaire se replie ou change de stratégie. Écoutez, ça fait 8 ans que la France a répondu positivement à l'appel des autorités maliennes, en 2013. Ça fait 8 ans que la France, l'Europe et la communauté internationale forment des unités maliennes, notamment au travers de l'opération EUTM, et ça faisait plusieurs mois que la réadaptation du dispositif Barkhane était à l'étude et était discutée. Okay. Donc il n'y avait pas du tout de surprise. Et encore une fois, la France n'a pas vocation à rester éternellement au Mali. Okay. Et ce que je remarque, enfin vous me permettrez de le dire, c'est que quand la France... parfois on reproche à la France d'être là, et quand la France réduit son dispositif, tout le monde également lui reproche de réduire son dispositif. Donc au final, on ne sait plus vraiment ce que veulent les Maliens. Okay. Vous ne savez pas ce que veulent les Maliens. En 2013, quand vous êtes venu, est-ce que vous savez ce que veulent réellement les Maliens? En 2013. Alors, faisons un peu d'histoire. En 2013, je pense que la demande était très claire. Il y avait une colonne djihadiste qui descendait du nord, qui voulait s'en prendre à Bamako. Les autorités maliennes ont été très claires. Elle voulait qu'on stoppe la colonne djihadiste, ce qu'on a fait extrêmement rapidement, et qu'on recouvre l'autorité du Mali sur l'ensemble du territoire malien. Et donc une offensive, c'était dans le cadre de l'opération Serval, a eu lieu. L'armée française a mobilisé beaucoup de moyens, et les FAMA, comme l'armée française, ont permis de reprendre la souveraineté sur l'ensemble du territoire malien. Oui, 2013, vous êtes venu pour défendre, c'est-à-dire pour que l'intégrité territoriale du Mali soit rétablie, chasser les terroristes. Mais
9 ans après, est-ce que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Alors, les Maliens comme les Français, on peut parfois être insatisfait des résultats. Et moi, je comprends la population qui a des doutes, mais il me semble que, du point de vue français, les résultats tactiques sont là. Les groupes djihadistes ont été désorganisés. On a réduit le chef de AQMI, on a réduit le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 de EIGS, les différents chefs djihadistes. Et, non seulement, et notre but est de réduire les capacités de l'ennemi djihadiste pour le mettre à portée de l'armée malienne, tout en aidant les armées maliennes. Mais notre action seule n'est pas suffisante. Il faut également que l'État malien prenne sa part et fasse les réformes suffisantes pour rassembler l'ensemble des Maliens autour d'un projet commun. Avec le recul, est-ce que vous ne vous dites pas que c'est un échec après 9 ans? Collectivement, les résultats ne sont pas là, mais il faut que chacun s'interroge sur qui est responsable de quoi. La France ne peut qu'aider, apporter son soutien. Si vous devez faire votre mea culpa, par exemple, si erreur il y a eu, c'est quoi l'erreur? Moi, je me pose la question, à titre personnel, de savoir si, après Serval, on n'aurait pas dû, d'une certaine manière, réduire plus rapidement le dispositif. Parce qu'on s'est installé dans une situation où la France a ouvert des bases et petit à petit s'est substitué aux armées maliennes. C'est pour ça que le président de la République, Emmanuel Macron, a engagé la fermeture des bases de l'extrême nord en discussion avec les autorités maliennes pour les transmettre au FAMA, pour dire que la France n'avait pas vocation à rester éternellement ici. Et donc je pense que s'il y avait un point sur lequel on pourrait progresser, c'est qu'on aurait peut-être dû engager ce dialogue plus tôt pour plus rapidement passer vers une autonomisation des forces maliennes avec une France davantage en appui et non en première ligne. Certains Maliens se posent aussi la question, quand la France est intervenue militairement, on a vu les villes de Gao, Tombouctou étaient libérées dès les premières heures, mais Kidal est resté et l'armée malienne n'y est pas rentrée. Qu'est-ce qui a expliqué cette stratégie? Qu'est-ce qui motivait ça? Alors là, vous parlez d'une situation de 2013, donc ça fait déjà 8 ans. C'est fait un rappel pour que les gens puissent comprendre. Si on ne fait pas le rappel, on ne peut pas comprendre la suite des événements. Il ne se passe pas une fois, quand je vais en Mali, où on ne me parle pas de Kidal en 2013, qui est une petite région de 80 000 habitants. Et qui a pris les armes contre le Mali. À l'époque, en 2013. Vous dites que c'est une petite région qui a pris les armes contre le Mali, c'est ça aussi la réalité. Mais ce que je vous dis, moi, à l'époque, en 2013, je n'étais pas élu député. Okay. Et donc voilà ce qu'on m'a dit. À l'époque, en 2013, quand on a intervenu, l'objectif, c'était la lutte contre les groupes armés djihadistes. Effectivement, à Kidal, il y avait des mouvements indépendantistes. L'option qui a été retenue à l'époque, je ne sais pas si elle était bonne ou pas, on peut tous en réfléchir, c'est de proposer à l'armée malienne de ne pas rentrer dans Kidal pour ne pas rajouter un problème au problème. Ensuite, un accord a eu lieu, je crois, à Ouagadougou, et dès que cet accord a été signé, l'armée française a été la première à accompagner les FAMA pour aller dans Kidal. Et depuis, on a de cesse d'accompagner les FAMA pour qu'ils soient présents à Kidal, et on les a accompagnés. Aujourd'hui, l'armée reconstituée est présente sur place. Okay. Très dernièrement, le Premier ministre malien disait que la France formait des terroristes au Mali, mais jamais la France n'a répondu à de telles accusations graves. D'ailleurs, on n'a jamais entendu la France se prononcer dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Mais ce discours le Premier ministre dit que le gouvernement a des preuves. Ce discours est tellement... Est-ce que vous l'avez entendu, vous? Bien sûr, je l'ai entendu, on m'a rapporté ces paroles, mais ce discours est assez honteux et blessant même pour nous. Je rappelle qu'on a perdu plus de 50 soldats au Mali pour venir répondre à la demande des autorités maliennes. Que le Premier ministre dise ça montre soit qu'il ne comprend pas du tout ce qui se passe sur le terrain, ou soit qu'il essaye d'instrumentaliser la situation pour des intérêts personnels. J'allais presque dire c'est un discours populiste d'une certaine manière, et je l'appelle à la raison et à venir regarder concrètement ce que fait l'armée française et l'armée malienne, les FAMA, et je peux vous dire que sur le terrain, la coopération est très très bonne. Donc j'invite le Premier ministre à venir voir sur le terrain cette coopération. Oui, Thomas, vous dites que sur le terrain, la coopération est bonne, sauf que les résultats sur le terrain ne plaident pas pour cette position. En 2013, les villes de Gao, Tombouctou étaient occupées, mais aujourd'hui, 80% du territoire malien est occupé. Comment vous comprenez ça? Donc il y a Barkhane, il y a les forces étrangères, il y a les FAMA. Comment vous comprenez ça?
Déjà, l'ennemi djihadiste, il a changé de stratégie. Au début, il tentait une confrontation face à nos forces. Il a compris qu'il était bien plus faible. Et donc aujourd'hui, il est disséminé au sein de la population. Et il est extrêmement résilient. C'est-à-dire, quand on le frappe, il arrive à se régénérer rapidement. Et la France est tenue à respecter, on va dire, notre cadre d'engagement. Quand il y a le moindre doute que des civils sont liés à des djihadistes, la France n'intervient pas. Donc on n'est pas tout à fait à armes égales. Certes, on a des soldats très valeureux, certes, on a des équipements plus sophistiqués, mais on est sur des zones extrêmement grandes, avec un ennemi qui se fond dans la population. Et oui, on a une certaine difficulté pour agir dans de si vastes territoires. Et donc c'est ensemble qu'on doit continuer le travail. La guerre sera encore longue et la France veut se positionner en appui des forces maliennes pour y parvenir à gagner cette guerre. Mais comment vous comprenez un peu ces manifestations hostiles à Barkhane dans le Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso? Comment vous comprenez ça? Je les comprends déjà parce que la population voit beaucoup de moyens déployés et des résultats qui ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Et naturellement, elle a plutôt tendance à se retourner vers la France, d'autant plus quand des responsables politiques tiennent parfois des propos un peu irresponsables et un peu populistes, parfois pour cacher le manque d'avancées qu'ils peuvent avoir eux-mêmes. Par ailleurs, on est dans Est-ce que ces responsables-là ne cherchaient pas des réponses qu'ils n'ont pas eues peut-être pendant 9 ans? Je ne pense pas. Le dialogue politique franco-malien est extrêmement dense et donc quand on veut échanger, on a toujours des réponses, que ce soit au niveau politique ou au niveau militaire. Enfin, j'ajoute un dernier point, c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde de compétition au niveau mondial et on a parfois des compétiteurs stratégiques au niveau mondial, comme les Russes, qui n'hésitent pas à utiliser des méthodes sur les réseaux sociaux pour là encore accréditer les thèses complotistes. Pour vous, toutes ces manifestations hostiles à la France, ce sont les Russes qui sont derrière ça? J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait une situation propice, parce que les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes de la population, et que par ailleurs, certains peuvent en profiter pour souffler sur les braises et raviver le sentiment anti-français. C'est la seule explication que vous donnez? Le manque de résultats et des personnes qui essaient d'en profiter. Vous reconnaissez qu'il n'y a pas de résultats? Vous savez, nous, l'objectif de la France... Mais à quoi sert maintenant Barkhane s'il n'y a pas de résultats? La question doit être posée, par exemple. À quoi sert Barkhane? À réduire les capacités des djihadistes et à former, en tout cas aider à la formation de l'armée malienne pour qu'elle soit en mesure de faire face seule à la situation. Vous savez, la France, dès qu'on sera plus nécessaire, ou si les autorités maliennes nous le demandent, on sera très content de pouvoir rapatrier nos forces. On n'est pas ici par gaieté de cœur, on est là parce qu'il y a une situation, parce que l'État malien nous le demande, mais croyez bien qu'on n'a aucun intérêt à rester. La ministre des Affaires des Armées, Florence Parly, dit clairement que la France ne part pas, la France va rester au Mali. Elle a été formelle. Bien entendu. Tant que c'est nécessaire et tant que les autorités maliennes le demandent, la France reste aux côtés du Mali pour lutter ensemble contre le djihadisme, puisqu'on a des intérêts communs. On a des destins liés entre la France et le Mali. Je rappelais, il y a 300 Maliens qui sont en France, il y a 8000 Français qui sont au Mali. 300 Maliens, vous dites? 300 000. Encore, c'est une estimation. Une forte diaspora voilà, malienne. potentiellement, il y en a beaucoup plus. Oui. Donc, on a... Et puis surtout, on croit au développement du Mali. On croit que le Mali a un potentiel économique formidable. Et donc, voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une sincérité peut-être dans le cadre du partenariat? Parce que c'est ça aussi le sujet, Thomas. Qu'est-ce qui bloque? Parce que toutes ces forces étrangères qui n'arrivent pas à avoir de résultats, nous ne sommes pas militaires, mais on ne comprend pas. Mais, encore une fois, les résultats... La faille se trouve à quel niveau? Parce que vous êtes un expert de la défense, par exemple. Les résultats sont là, mais les résultats ne sont pas suffisants. Vous avez dit tout de suite qu'il n'y avait pas de résultats. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas... J'ai dit qu'ils n'étaient pas suffisants. Parce que les résultats n'étaient pas suffisants. Parce que l'ennemi djihadiste sait se régénérer, sait se cacher parmi la population. Et donc, certes, il y a l'action militaire, mais je pense qu'il y a également l'action politique pour offrir à ceux qui s'engagent auprès des djihadistes des opportunités, puisque finalement, les jeunes Maliens qui s'engagent auprès des djihadistes, ils ont renoncé finalement à s'intégrer dans le modèle de l'État, en croyant que l'État allait leur apporter de la sécurité, de l'éducation, de la justice, et font finalement le choix du modèle djihadiste, parce qu'ils pensent que les djihadistes seront plus en mesure de leur apporter la sécurité, la justice, l'éducation que l'État malien.
Donc la réponse, elle n'est pas uniquement sécuritaire, elle est également politique. Ok. Faut-il négocier, puisque vous parlez des terroristes, faut-il négocier avec les terroristes, par exemple? Ça, Est-ce que c'est une option qu'on peut mettre sur la table? Ça, c'est aux Parce autorités. que l'action militaire a montré ses limites. Ça, c'est aux autorités maliennes de se prononcer sur ce sujet. Les autorités maliennes avaient demandé à un moment de négocier avec les terroristes maliens, par exemple. Mais les autorités Et maliennes. la France s'y est opposée. Non, les autorités maliennes tentent depuis des années d'engager une discussion avec certains groupes djihadistes. Aujourd'hui, les résultats ne sont pas là. Donc, nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'il nous semble impossible de négocier avec les grandes organisations internationales djihadistes, les Al-Qaïda, l'État islamique. Pour autant, il y a des groupes locaux qui parfois s'affilient à ces organisations terroristes, qui ont parfois des revendications légitimes en matière de terrain, en matière de justice, et que ces groupes locaux, il faut qu'il y ait un contact pour les faire revenir dans le giron de l'État, plutôt qu'ils aillent se jeter dans les bras des groupes djihadistes. Oui, Wagner, ça fait peur souvent à la France. On a vu la ministre des Armées, Florence, parler à Dakar il y a quelques jours, qui disait pas de Wagner au Mali. Est-ce que c'est à la ministre française de définir ça, de dire ça? Est-ce qu'elle n'est pas sortie de son rôle, Thomas? Alors Wagner, ça ne fait pas peur à la France. On dit simplement à nos amis maliens que notre présence n'est pas compatible avec la présence d'une milice qui a fait des exactions et qui a été en échec sur plusieurs théâtres, que ce soit en Centrafrique, en Libye, au Mozambique. Les Maliens font leur choix en toute souveraineté. Mais nous, notre souveraineté, c'est également de dire que si cette option est retenue, cette option n'est pas compatible avec notre présence. Ensuite, chacun fait ses choix. Vous allez partir si le Mali négocie avec un autre partenaire qui n'est pas le partenaire que vous êtes, la France. Ah non, le Mali a le droit, bien entendu, de négocier avec tous ses partenaires, avec tous les pays, et notamment la Russie. Il y a actuellement des militaires maliens qui sont formés en Russie, c'est très bien. La Russie vend des armements comme des hélicoptères, c'est très bien, parce que ça renforce les capacités opérationnelles de l'armée malienne. Mais Wagner, ce n'est pas l'État russe. Wagner, ce sont des miliciens qui visent un enrichissement personnel. C'est-à-dire que ça va coûter de l'argent à l'État malien. Ça veut dire qu'il y aura des mines qui vont être exploitées par les Russes et sous le contrôle de Wagner, et voire d'autres prédations. Et ça dérange la France? On dit simplement... On est dans une guerre, là c'est la géopolitique, la géostratégie, carrément. Vous savez, quand on est... C'est une guerre, la guerre d'influence, hein, par exemple. En fait, quand on aide quelqu'un, il faut simplement... Nous, on est d'accord pour aider le Mali, mais il faut simplement qu'on ait une stratégie à peu près cohérente. Si on n'a plus de stratégie cohérente, on dit que notre aide n'est peut-être plus nécessaire. Et donc, on appelle le Mali à avoir une discussion franche entre nous pour qu'on arrive à trouver les conditions d'une réussite ensemble avec l'ensemble de la communauté internationale. Par ailleurs, concernant Wagner, c'est la CEDEAO qui a émis des réserves extrêmement importantes. Et c'est les partenaires européens, ce sont les partenaires européens qu'on a mobilisés, qui nous disent eux-mêmes que leur présence n'est pas compatible avec Wagner. Donc, oui. Voilà. Oui. Et enfin, je rajoute dernier point, oui. Wagner, c'est contre la souveraineté du Mali. Okay. Les Maliens sont très attachés à leur souveraineté, ils ont raison. Je peux vous dire que quand vous confiez les clés à une équipe de mercenaires, vous perdez totalement votre souveraineté. Est-ce que cela a été fait? Il fallait attendre peut-être que ça soit fait pour monter au créneau, pour le dénoncer, mais ça n'a jamais été fait. Le Premier ministre malien Choguel Maïga dit qu'il n'a jamais été question de Wagner, qu'il ne sait même pas c'est quoi Wagner. Bon, nous, écoutez, moi je suis parlementaire. Ou bien vous avez d'autres renseignements? Je suppose que mes autorités françaises ont des renseignements solides pour dire ça. Moi, je suis parlementaire, moi, je ne suis pas dans l'exécutif en France. Spécialiste des questions de défense. Bien sûr, mais vous avez fait plusieurs rapports sur Barkhane, par exemple. Oui, je crois pouvoir vous dire que les autorités françaises et également des alliés ont effectivement des preuves que des contacts importants ont eu lieu, et que si aujourd'hui rien n'est confirmé, c'est aussi grâce à l'action, au message qu'on a pu faire passer. Et donc, encore une fois, le Mali est libre de ses choix, mais la France aussi. Si la France considère que sa présence n'est pas compatible avec ses mercenaires, c'est mieux qu'on se le dise, pour que chacun fasse ensuite ses choix en toute liberté. Quel avenir pour la France dans le Sahel, par exemple? Alors, ce qui compte surtout, c'est l'avenir des Sahéliens. Vous savez, la France, le Sahel, c'est important parce qu'on a des liens historiques, mais notre développement économique, par exemple, ne dépend pas du Sahel. Les échanges qu'on a avec le Mali, par exemple, c'est peut-être 2 ou 3% des échanges qu'on a avec
l'Allemagne. Donc je pense qu'il faut surtout se préoccuper des Sahéliens. Et la France, vous inquiétez pas, on s'en sortira par ailleurs. Et l'avenir pour moi de la France au Sahel, pour répondre à votre question, nos relations, on est de la même famille, j'allais dire, les Français, les Sahéliens. Nos liens sont tellement étroits qu'il peut y avoir des brouilles temporaires, comme parfois il existe des brouilles entre les familles, mais l'amitié entre les peuples est tellement forte que je me fais aucun souci qu'on continuera à collaborer encore pendant des années et des années. Est-ce que le fait que la Florence Parly, j'insiste, dit qu'il n'y aura pas de Wagner au Mali, est-ce que pour vous, est-ce qu'elle n'est pas sortie de son rôle? J'insiste un peu. J'ai pas entendu précisément sa déclaration. C'était à Dakar. Voilà. Ben, moi, ce que je vous dis en tout cas, Oui. c'est que le Mali il peut faire les choix qu'il veut, mais la France également. Et donc la France est dans son rôle quand elle dit que son aide est conditionnée à certains éléments et que sa présence n'est pas compatible à celle de mercenaires qui ont montré dans d'autres pays ce dont ils étaient capables, notamment les exactions vis-à-vis des populations civiles. Par ailleurs, vous savez, la France apporte de l'aide budgétaire au Mali. Si une partie des fonctionnaires au Mali sont payés, c'est aussi grâce à l'aide budgétaire de la France, il ne faut pas l'oublier. À hauteur de combien, par exemple? Par exemple, l'aide au développement, c'est 100 millions d'euros par an. Et donc, quand un État qu'on aide nous dit je vais reverser beaucoup d'argent à une société militaire privée pour intervenir, on est en mesure, je crois qu'on est dans notre droit de dire écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on ne vous donne pas de l'argent pour ça. Mais est-ce que sans cet argent, le Mali ne peut pas émerger sans argent, cette aide dont vous parlez? Est-ce qu'elle n'est pas insignifiante, par exemple, l'aide au développement? Elle n'est pas tout à fait insignifiante. 100 millions d'euros, c'est important. Et l'opération Barkhane coûte également quasiment 1 milliard d'euros par an. Donc la France investit beaucoup au Mali. Et nous, effectivement, on espère que le Mali va trouver des solutions par lui-même et va se développer. Tout à l'heure, j'ai échangé avec des jeunes Maliens. Je crois qu'ils en ont conscience que la solution ne viendra pas de l'étranger, ni des Français, ni des Russes, ni d'autres. Nous, on est là pour donner un petit coup de main, mais la solution au problème du Mali repose avant tout sur les Maliens. La présence de la France dans le Sahel, ça va durer combien de temps, par exemple? Tant que les Sahéliens le voudront et tant que ce sera nécessaire. Donc c'est aux Sahéliens de répondre à cette question. Ceux qui disent que la France exploite et fait des interventions peut-être dans le Sahel, au Mali, au Burkina, juste pour l'exploitation des ressources minières, l'uranium. Qu'est-ce que vous répondez? Je pense qu'ils ne connaissent pas bien la situation. Cette intervention au Sahel, elle nous coûte de l'argent et elle coûte également de la vie à nos hommes. Et qu'on m'apporte les preuves qu'il y a un retour économique pour la France. Encore une fois, on croit au développement économique du Sahel. C'est pour ça qu'on pense que peut-être d'ici 5 ans, 10 ans, le Sahel pourra se développer et on pourra densifier nos échanges économiques. Mais aujourd'hui, les échanges économiques avec le Sahel sont plutôt faibles, j'allais dire. Et je crois qu'il y a une centaine d'entreprises au Mali. Je peux vous dire que ces entreprises payent pour le coup, elles, vraiment leurs impôts, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises maliennes. Et je crois que ces impôts payés par les entreprises françaises au Mali représentent environ 20% des recettes fiscales de l'État malien. Donc voilà, je pense que c'est bon également que tout le monde le sache. Avant d'entamer la rubrique La parole au public, on peut parler peut-être des questions internes françaises, la politique en France aujourd'hui, les tendances, qui est bien positionnée déjà. On est en pré-campagne électorale. Alors pour la campagne des présidentielles, moi je soutiens l'action du président de la République et je suis très satisfait de son action et je crois que jamais un président de la République n'a terminé un quinquennat avec une popularité assez forte. On se souvient du président Hollande, du président Sarkozy, la fin de quinquennat avait été beaucoup plus difficile. Pour autant, il y a encore beaucoup de Français qui sont sceptiques. Vous savez, on a aussi nos problèmes en France et donc les prochains mois seront l'occasion de faire un travail de conviction pour aller à nouveau à la rencontre des Français. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 candidats qui émergent déjà? Non, mais c'est normal, les élections présidentielles, c'est une compétition, et donc il y a d'autres candidats qui sont également des très bons candidats. Je pense notamment à Valérie Pécresse, qui a été désignée par les Républicains pour être la candidate de ce parti. Et c'est une présidente de région, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Et donc, lors des élections présidentielles, ça sera projet contre projet. Au final, ce sont les Français qui décideront. Valérie peut, par exemple, aller au second tour contre Macron, par exemple. Très bien. Ça serait une bonne nouvelle pour la démocratie, parce que vous savez, même quand on est soutien du président de la République,
on pense que c'est plutôt une bonne nouvelle que ce ne soit pas un parti populiste extrémiste qui soit au second tour pour qu'il y ait un véritable choix qui soit proposé aux Français. Il y a un candidat qui s'appelle Éric Zemmour, hein, qui a un discours un peu divisionniste, hein, et qui est contre souvent des valeurs d'intégration de la France. Est-ce que ce profil-là rassure? Non, je pense qu'il inquiète plutôt. Vous savez, Éric Zemmour, c'est un polémiste et qui est également populiste. C'est-à-dire, il ne dit pas vraiment ce qu'il pense. Il dit ce que les gens ont envie d'entendre pour attiser les bas instincts et essayer de rallier une popularité derrière lui. Vous voyez que dans tous les pays, on a des populistes et chacun doit essayer de déterminer vraiment ce qui est l'intérêt général du pays sans se laisser aller aux propos les plus faciles. On voit que son discours quand même mobilise, hein, il mobilise des foules, hein, des gens viennent l'applaudir et puis là. Qu'est-ce qui arrive à la France, patrie des droits de l'homme par exemple? C'est un journaliste et les journalistes sont très connus et donc il a cette aura médiatique qui fait qu'il ne part pas de zéro. Mais vous savez, on a beau être la patrie des droits de l'homme, la France est également un pays qui s'interroge sur son rapport au monde, sur est-ce qu'elle peut continuer à accueillir beaucoup d'immigration, est-ce que le futur sera mieux que le passé. Et donc il y a des personnes qui attisent ces peurs et qui essayent de proposer parfois un projet de repli, et Éric Zemmour en fait partie. Ok, nous allons entamer maintenant avec la permission de la réalisation, la rubrique La parole au public, avec la permission de la réalisation. Je me nomme Birama Traoré. Il y a un sentiment que vous qualifiez de sentiment anti-français, que nous qualifions de sentiment anti-pro, qui sévit aujourd'hui en Afrique, très particulièrement en Afrique subsaharienne. Emmanuel Macron estime que c'est la Russie et la Turquie qui alimentent ce sentiment anti-français en jouant sur le ressentiment post-colonial. Est-ce que de votre point de vue, est-ce qu'il n'a pas fait une mauvaise lecture de la situation? Parce que moi, je fais partie des jeunes Africains qui estiment que la France a besoin de l'Afrique et que nous avons également besoin de la France et que nous devons avoir une relation vraiment cordiale, une relation bâtie sur le respect mutuel des uns et des autres. Mais pour cela, il faut désormais une stratégie pour arriver à instaurer un équilibre dans le cadre de nos échanges, dans le cadre de nos partenariats et dans le cadre de nos coopérations militaires. Pour ce faire, aujourd'hui, et selon vous, M. Galissoud, quelle est la stratégie que la France peut mettre en place pour arriver à mettre en place une confiance mutuelle entre la France et le peuple africain? Je vous remercie. Bonjour, je suis Madame Touré. Alors, j'aurais quelques questions à poser à votre invité. La question numéro 1. Où en êtes-vous dans la coordination avec les partenaires africains pour le développement du Sahel? La question numéro 2. Quelles sont les priorités pour répondre aux défis par rapport à la stabilité au Sahel? Jalike Keita. Vous savez, depuis 2013, nous avons la présence des forces étrangères et françaises sur le territoire malien. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons toujours, des massacres sur notre territoire. Et la question est de savoir que font les forces étrangères sur le territoire malien. Est-ce la France a une main invisible? La deuxième question est de savoir pourquoi elle s'oppose à l'arrivée des Wagner au Mali. Je vous remercie. Moi, je réponds au nom de Cissé Diaguili. La première est la suivante. Pourquoi la France peine toujours à convaincre ses alliés occidentaux pour envie de placer la mission de la force G5 Sahel sous les chapitres de l'ONU afin de doter les armées locales de la région à lutter efficacement contre le terrorisme? La seconde est la suivante. Comment la France compte regagner la confiance des pays africains sans qu'elle n'interrompe avec ses pratiques anciennes et coloniales? Et l'exemple que j'ai envie de donner, c'est le cas du Tchad, quand la France aide le fils d'Ebi à prendre la place du père sans aucun fondement juridique et base constitutionnel. Merci. Moi, c'est Ousmane Balou. Je vais vous poser la question suivante. Comment expliquez-vous
qu'il soit aussi difficile de combattre ces terroristes-là dans le Sahel, précisément dans la zone des 3 frontières, malgré la présence de nos armées nationales et de tous ces partenaires-là que nous avons? Est-ce que la thèse développée par les uns et les autres, faisant état d'un complot international contre le Mali, est-ce que vous croyez à cela? Donc, moi, ma question est la suivante, M. Thomas. Quelle est la base juridique de la force Takuba? Parce qu'à ma connaissance, le Mali a signé un accord de défense avec la France, qui est en cours au Cadic, mais je n'ai pas connaissance que le Mali ait signé un accord avec l'Union européenne dans son ensemble pour une intervention quelconque sur le territoire malien. Donc si M. Thomas connaît une base juridique légale permettant à la fois d'inviter les autres pays européens en territoire malien, j'aimerais en savoir. Merci pour votre compréhension. Thomas Gassiou, ce sont là des questions de téléspectateurs, hein, donc questions directes, réponses franches. Vous pouvez répondre peut-être par la question qui vous semble la plus abordable, par exemple. À vous de voir. Je vais essayer de traiter l'ensemble des sujets qui ont été abordés, hein, si ça vous convient. J'ai pris quelques notes. Alors sur le sentiment anti-français, sur le discours anti-français plutôt, on a déjà abordé la question. Hein. C'est normal que dans une démocratie, chacun s'exprime, puisse avoir une opinion. Peut-être pour être complémentaire de ce qu'on a déjà dit, je pense qu'effectivement, côté français, on n'a pas toujours suffisamment bien communiqué sur nos objectifs et sur la stratégie qu'on mettait en œuvre. Et pour ma part, j'ai échangé aujourd'hui avec de nombreux Maliens et je m'aperçois qu'il y a une différence entre le bruit médiatique et ce que pensent réellement les Maliens. Et notamment quand on quitte Bamako, quand on va dans des zones qui sont confrontées au djihadisme, je crois que les populations maliennes savent bien ce qu'elles doivent à la France quand elles constatent ce que font quotidiennement les soldats français pour elles. Alors, Madame Touré parlait de la coordination avec les partenaires africains pour le développement. Oui, je l'ai rappelé tout à l'heure, on investit 100 millions d'euros par an pour le développement, qu'on essaie de mieux le coordonner parce que vous avez de nombreux bailleurs internationaux qui aident le Mali. Et donc, on a mis en place une coalition pour le Sahel qui vise à mieux coordonner les efforts internationaux pour le Sahel. Okay. Elle parlait également des priorités de stabilité pour le Sahel, c'est bien entendu l'effort sécuritaire au travers des armées sahéliennes qu'on aide le plus possible, mais il ne faut pas oublier l'effort de développement. J'ai de nombreux exemples ici, il y a une quarantaine de projets en ce moment en cours qui sont soutenus par la France, hein, un peu partout sur le Mali. Okay. Et puis il ne faut pas également oublier la bonne gouvernance, là on n'en est pas directement responsable, mais on essaye au travers de programmes français ou de l'Union européenne d'accompagner les autorités pour mettre en place une meilleure gouvernance possible. Mais là encore, beaucoup repose sur les autorités sahéliennes et maliennes. Enfin, il y avait une question de savoir est-ce que la France agit avec une main invisible. Alors, je comprends que certains Sahéliens puissent le penser, parce que quand on a du mal à s'exprimer, à penser quelque chose, parfois il y a des théories du complot qui peuvent se développer, mais j'appelle chacun à être rationnel. La France n'a pas d'agenda caché. Tout ce qu'elle fait, elle le fait de manière transparente. Par contre, effectivement, son action elle est nécessaire aux côtés des autorités maliennes, mais elle n'est pas forcément suffisante. Les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de nos attentes. Concernant le Tchad, on a déjà évoqué entre nous la différence des deux situations et je pense que la réaction a été la même pour le premier coup d'État au Mali que le premier coup d'État au Tchad, et malgré des situations, on va dire, bien différentes. Concernant la difficulté à combattre, ça concerne aussi bien les Français que les Maliens. Les autorités maliennes ont dit depuis longtemps le centre, on s'en occupe. Les autorités maliennes ont dans le centre le même problème que les autorités françaises ont dans la région des 3 frontières. Et je pense que les Maliens, les FAMA, on ne peut pas les accuser d'avoir un agenda caché, mais pourtant ils ont les mêmes difficultés. Okay. Par rapport au partage de renseignements, par exemple, à ce niveau, est-ce qu'il n'y a pas une faille? Parce qu'on sait que la France est quand même une armée très sophistiquée, hein, des armes de dernière génération. Au niveau du renseignement, est-ce qu'il n'y a pas une faille? Mais vous savez, l'adversaire, il s'adapte très rapidement. Quand il a détecté qu'on pouvait le pister à partir, par exemple, de son téléphone portable,
rapidement il s'en rend compte et il développe des stratégies pour lui-même se cacher, en ayant par exemple plusieurs téléphones portables qu'ils allument, qu'ils éteignent, etc. Et par ailleurs, les régions sont extrêmement vastes. Le Sahel, c'est une région qui est grande comme l'Europe. Et donc c'est extrêmement compliqué de faire du renseignement. Mais on essaye, que ce soit américains, français, européens, maliens, de tous partager notre renseignement. Et c'est ce qui nous a permis notamment de réduire plusieurs grands chefs djihadistes. Je rappelle que côté IGS, que aussi bien que... Est-ce que vous avez les nouvelles de Iyad Gali par exemple? Ça reste Vous savez là où il se trouve? Non, je pense que si on savait là où il se trouvait... on le voit souvent dans des vidéos amateurs, il est avec ses hommes, ils s'embrassent entre eux. Ces vidéos quand même passent. Oui, vous ne voyez pas ces vidéos? Je pense qu'il se joue des frontières. Et à mon avis, il est parfois dans des sanctuaires auprès de pays voisins. Vous n'arrivez pas à le localiser? Je pense que le jour où il sera localisé, il sera rapidement réduit. Je pense que c'est une priorité aussi bien française que malienne. C'est un homme qui a du sang sur les mains et qui, à notre avis, ne fait pas partie de la solution politique pour apaiser le Mali. Voilà. Enfin, il y a une question extrêmement technique sur les bases juridiques de Takuba. Puisqu'il faut savoir qu'effectivement, quand un pays appelle un autre à l'aide, ça ne se fait pas sans cadre juridique. Il y a non seulement des accords de coopération en matière de défense qui sont signés, mais il y a également un document juridique qui s'appelle un SOFA qui est également signé. Et aujourd'hui, effectivement, ces documents juridiques permettent l'intégration des partenaires européens, puisque la force Takuba agit, j'allais dire, sous commandement de Barkhane. Donc il n'est pas nécessaire que chaque partenaire européen signe son propre accord avec l'État malien. Ok. Et c'est fini, Que faire pour restaurer la confiance entre partenaires, par exemple? Cette question a été posée. Quelle stratégie quelle stratégie adopter pour instaurer la confiance entre l'Afrique et la France? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une grande méfiance de part et d'autre. Non, entre l'Afrique et la France, on pourrait dire entre le Mali et la France, il y a une petite période de tempête. Je disais, quand on est dans la même famille, parfois on peut avoir des hauts et des bas. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est avant tout se parler. Et c'est vrai qu'entre nos deux présidents, le dialogue n'est pas toujours extrêmement fluide. Et donc moi, je viens aussi au Mali pour dire aux autorités maliennes, parlons-nous, essayons de trouver des solutions en commun. Et nos liens sont tellement forts, nos liens sont tellement historiques, et notre avenir, j'allais dire, est commun. Et donc on arrivera ensemble à trouver des solutions pour faire en sorte que cette crise se termine le plus rapidement possible. Ok. Que faire justement pour aplanir tout ça? Que faire pour sortir de la crise? La crise sécuritaire, la crise politique, que faire? Il faut se parler. Encore une fois, la CEDEAO a posé un cadre, avec des élections par exemple en février 2022. Aujourd'hui, si les autorités maliennes estiment que ce cadre n'est plus d'actualité, parlons-nous dans le cadre de la CEDEAO pour essayer de mettre à jour la charte de la transition pour que techniquement, on est d'accord, nous sommes d'accord qu'on ne peut pas faire d'élection crédible le 27 février par exemple. C'est un peu tard, il aurait fallu les préparer depuis plus d'un an. Je rappelle Est-ce qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes? La CEDEAO ne va pas donner des circonstances atténuantes compte tenu du contexte sécuritaire très fragile, dégradé par exemple? Écoutez, il faut en parler. C'est pas une discussion entre le Mali et la France, c'est une discussion entre le Mali et la CEDEAO. Sauf qu'on sait que la CEDEAO, le plus souvent, les chefs d'État de la CEDEAO, le plus souvent reçoivent aussi des instructions de la France. Non, du chef d'État, par exemple, français, on le sait. La France, comme tout le monde... C'est un secret de polichinelle. Non, mais bien sûr, mais la France, comme tout le monde, donne... Confirmé, non? Non, la France donne son avis comme tous les États, mais vous savez... bien des fois, la France dit quelque chose, des chefs d'État de la CEDEAO font autre chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense, ils sont particulièrement durs avec le Mali, c'est qu'ils craignent peut-être davantage de coups d'État. Entre-temps, il y a eu un coup d'État au Guinée, et la CEDEAO commence à se dire, il faut peut-être qu'on hausse le ton avec les autorités de transition pour bien montrer que l'avenir de l'Afrique de l'Ouest est dans la démocratie et qu'on ne peut pas tolérer que des autorités de transition s'installent trop longtemps. On peut accorder, la CEDEAO doit se dire qu'on peut accorder parfois des délais un peu plus importants, mais qu'il faut qu'il reste l'objectif que le pouvoir revienne aux civils, et je pense que ça sera une des conditions de résolution. Les militaires au pouvoir, la France ne supporte pas trop ça? Non, mais encore une fois, c'est un rapport. On n'a pas de problème avec les militaires. Non, vous savez, nous on a eu le général de Gaulle en France. On a eu le général de Gaulle en France. Je ne suis pas un militaire en activité. Oui. Mais vous avez fait une formation. Voilà. Bien sûr, mais c'est très important pour travailler dans le domaine de la sécurité d'avoir des notions là-dedans. Mais encore une fois, les militaires, ils peuvent se présenter aux élections.
Ce qui compte, c'est que ce soit les Maliens qui réfléchissent à un projet, que des candidats leur proposent différents projets et qu'ensuite les Maliens fassent leur choix pour l'avenir du pays. Pour l'avenir du pays, vous êtes un expert aussi du numérique. Quelles solutions le numérique peut apporter, par exemple, dans dans cette crise sécuritaire, par exemple, le numérique? En matière numérique, alors, je pense que le numérique, c'est un sujet extrêmement important pour le Mali, parce que le Mali est un des rares pays qui est enclavé, qui n'a pas d'accès à la mer. Et donc, finalement, le désenclavement peut venir par le numérique. Il y a de nombreuses entreprises qui peuvent se développer au Mali grâce au numérique. Ce soir, par exemple, vous êtes rediffusé sur les réseaux sociaux grâce au numérique. Et donc, il faut veiller au fait que le Mali soit bien connecté au reste du monde. Et il y aura plein d'opportunités économiques qui pourront se développer. Donc, avec la fibre optique, avec le satellite, il y a plusieurs moyens qui peuvent exister. Nous sommes pratiquement, Thomas et Gassiou, à la fin de l'émission. Si vous avez un message, les Maliens, les Africains qui vous regardent ce soir sur Joliba TV News, nous sommes en direct à la télé, en direct sur Joliba, mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est quoi le message? Moi, si j'ai un seul message, c'est l'amitié entre le peuple français et le peuple africain, et notamment les Maliens. On fait tant de choses ensemble. Vous savez, moi, mes parents ont passé plusieurs années au Mali, et je crois qu'on fait partie de la même famille et que notre destin est lié, mais que pour apporter des solutions aux défis de notre temps, on peut aider de l'extérieur, mais que les solutions réellement, elles sont à trouver de l'intérieur. Et donc je compte sur les Maliens pour se mobiliser et trouver des solutions aux grands défis pour leur pays. Comment vous vous trouvez au Mali, par exemple? Si vous êtes au Mali, voilà, comment vous trouvez ce pays-là, le Mali? Moi, je trouve que le Mali, c'est un pays fantastique. D'ailleurs, c'est un pays avant la guerre où il y avait du tourisme qui se développait, puisque vous avez tout un patrimoine architectural, vous avez des zones qui sont formidables. C'est un pays où vous avez également le désert, vous avez également des zones plus vertes. Bamako, c'est une ville qui fourmille avec une jeunesse, on va dire, qui a vraiment une vraie énergie, qui développe plein de savoirs. Et donc, moi, je suis un amoureux du Mali. Je trouve que ce pays est très beau, que les Maliens n'en ont pas toujours conscience. Et donc, voilà, ayons confiance sur la capacité des Maliens à se rassembler et à trouver des solutions pour l'avenir de leur pays. Et vous savez, la France sera toujours à leur côté. Thomas Gassiou, merci d'être passé ici. C'était un plaisir pour moi de partager cet entretien avec vous. Merci. Merci Mohamed. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Joliba TV News. Au revoir. Édition spéciale.